Bonjour. Alors merci de votre présence. On va démarrer. Il est un tout petit peu plus que 9h30, mais à peine. Donc on va récompenser la ponctualité de ceux qui sont arrivés en premier. Yannick Régnier, donc du CLER, Réseau pour la transition énergétique. Je suis par ailleurs animateur du réseau Territoire Énergie Positive au niveau national. Alors peut-être juste un mot sur le réseau le réseau CLER, qui n'est peut-être pas si connu que ça. Le CLER rassemble un peu plus de 200 adhérents professionnels, associatifs, des entreprises et puis des personnes publiques et notamment des collectivités, et travaille très largement sur la question de la transition énergétique. Alors, peut-être juste un mot autour des territoires énergie positive, dans la mesure où on va dire que l'actualité a rendu le concept très populaire de manière, en termes de grande ampleur, en termes de communication, mais simplement c'est quelque chose qui a quand même des racines un petit peu profondes au niveau du concept, puisque c'est né il y a 5 ans, au moment de notre assemblée générale au CLER en 2010. On va dire que c'est né médiatiquement, puisqu'on a utilisé le concept pour la première fois à cette occasion, en réunissant 3 collectivités. La communauté de communes du Menet, la communauté de communes du Thouarçais, le pays Thouarçais à l'époque, et puis la Biovallée, qui sont devenus par ailleurs et par la suite des fondateurs en fait, du mouvement. Et dans l'année qui a suivi, on a travaillé justement avec la communauté de communes du Menet sur un événement qui s'est appelé les rencontres énergie et territoires ruraux vers des territoires énergie positive, qui a été initié précisément par le Menet, et événement qu'on a soutenu avec les partenaires institutionnels régionaux. Et à cette occasion-là, donc c'est un événement qui a eu un gros succès, pour une première, il y avait plus de 300 personnes. Et à cette occasion-là, on a fondé avec justement des collectivités le réseau Territoire Énergie Positive. Donc c'est l'image que vous voyez à droite avec Jackie Héniel qui est président du Menet et donc fondateur du réseau. Et on a initié depuis cette date-là en fait des échanges entre collectivités. Et ça a fait assez rapidement boule de neige, notamment grâce au Menet et aux retombées presse qu'il y a eu sur leur expérience, avec notamment des régions qui se sont impliquées dans le dispositif. Alors la première, c'était la région Aquitaine en 2012, en mettant en place des programmes d'accompagnement au profit des territoires autour de cette notion-là. Et puis la région Rhône-Alpes, la région Bourgogne notamment ont suivi rapidement, et maintenant beaucoup de régions s'engagent dans cette démarche. Et au niveau européen en parallèle, nous on initiait un travail de coopération entre 10 pays, autour de la mise en réseau de ce qu'on appelle nous les territoires énergie positive, ce que nos collègues appellent les territoires 100% renouvelables. Donc plus récemment cet été, l'État a finalement mis la dernière brique un peu à ce puzzle multi-échelle à travers l'appel à projet national Territoire énergie positive pour la croissance verte. Alors donc c'est quand même assez important de rappeler l'historique parce que donc tout ça ne vient pas de rien, et c'est certainement la raison pour laquelle l'État a souhaité en fait donner un relais à cette dynamique, parce qu'elle avait déjà fait un petit peu ses preuves. Alors au niveau de la définition, ce qui est assez amusant aujourd'hui, c'est que nous on a une définition qui est arrêtée depuis quand même un petit moment, mais maintenant il y en a une autre puisque le concept est rentré dans la loi. Donc ce que je vous donne n'est pas la définition légale. Je vous laisse aller voir dans la loi pour trouver la définition légale. Pour nous, en fait, depuis qu'on a initié le concept il y a quelques années, et puis c'est une définition qu'on a travaillé au niveau européen avec d'autres partenaires. Territoire énergie positive, pour faire un petit peu simple, ce sont 2 choses. C'est une vision déjà, et cette vision, c'est celle d'avoir un territoire approvisionné à 100% en énergie renouvelable, avec une logique de diminuer ses consommations d'une part, et de produire avec des énergies renouvelables locales d'autre part, et de dépasser autant que c'est possible même la couverture de ses simples besoins. Et évidemment, on considère l'intégralité des usages, c'est-à-dire usage d'électricité, chaleur, mobilité. Mais le deuxième pan qui est vraiment très important autour de cette notion, c'est la question de l'approche par le développement local. C'est-à-dire que les projets qui sont initiés sur ce territoire-là le sont d'une certaine manière, et cette certaine manière a vocation à créer de la valeur pour les acteurs territoriaux, les citoyens, les collectivités. En particulier, ça ne veut pas dire que les acteurs privés n'ont pas de place, et pour le coup, l'exemple de Patrick Soltier en est un. C'est un acteur privé qui est venu travailler avec les citoyens, donc on le verra par la suite. L'idée, en fait, dans cette approche effectivement de développement local, c'est de considérer l'énergie pas simplement sous l'angle du climat,
comme on le fait parfois de manière un petit peu réductrice, mais vraiment sur tous les enjeux du développement durable qui peuvent être associés à la prise en compte de l'énergie. Et ça va être en particulier des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, des enjeux démocratiques. Donc l'idée un peu de ce schéma qui est présenté, c'est de bien montrer que si on fait croiser les grands enjeux du développement durable et l'énergie au centre, on a tout un ensemble d'approches qui sont finalement les leviers par lesquels on suscite aussi l'intérêt des élus et des collectivités pour travailler sur cette question-là. Alors, c'est vrai qu'on utilise de moins en moins, je dirais d'une certaine manière, mais je trouve que d'un point de vue, on pourrait presque dire philosophique, c'est quand même une notion qui a une très grande importance, la notion d'autonomie. Autonomie énergétique, on l'interprète assez souvent mal. Mais l'idée, c'est que cette notion d'autonomie, j'y reviendrai un petit peu, qui est la capacité de faire un petit peu les choses soi-même, quoi, pour être acteur de son développement, n'est pas du tout antinomique avec un ensemble de notions de solidarité. Et je voulais pointer ça parce que c'est une incompréhension assez fréquente qui est faite de la notion d'autonomie. Ça n'a rien à voir avec un renfermement. C'est plus une logique de se prendre en main, pour faire un petit peu simple. Et donc, les solidarités, on les traite évidemment au sein du réseau et avec les territoires engagés, sous différentes formes. La première forme, c'est la question des solidarités sociales, c'est-à-dire un des leviers réellement du passage à l'action des territoires qui s'engagent dans cette démarche de territoire à énergie positive, c'est la question sociale, et notamment à travers ce qu'on appelle la précarité énergétique. Et on est ici sur un positionnement de la collectivité comme garante de l'intérêt général en la matière, et vraiment qui se veut porteuse d'un service public local de l'énergie. Et l'idée, tout simplement, c'est que les habitants, quand ils rencontrent des difficultés sociales, en particulier pour payer leurs factures, ce qu'ils font en premier lieu, c'est d'aller toquer à la porte de la mairie. Et donc on voit bien qu'il y a une relation assez immédiate entre les difficultés sociales concrètes que peuvent rencontrer les gens et le rôle que la collectivité peut jouer en la matière. Donc c'est une première chose qui est importante. Après, il y a la dimension des solidarités territoriales. Alors le schéma que vous avez, c'est une sorte de schéma, on pourrait dire un peu de paysagiste, un petit peu illuminé, où on a un grand mélange d'éléments urbains et d'éléments ruraux. Ce que nous on postule, je pense que vous pourrez être d'accord, c'est qu'aujourd'hui ce type de schéma n'existe pas, c'est-à-dire que l'urbain et le rural sont quand même des territoires différenciés d'un point de vue géographique, d'un point de vue des potentialités, etc. Et l'idée du coup, c'est de bien préciser les potentiels variables des territoires urbains, des territoires ruraux. L'idée, c'est pas de dire qu'il y en a qui peuvent faire et d'autres qui ne peuvent pas faire. Précisément, tout le monde peut participer à la transition énergétique, mais pas forcément de la même manière. Et donc, en particulier, nous, le postulat qu'on a, c'est que les territoires ruraux doivent d'abord produire, pour eux-mêmes, entre guillemets, dans une logique de leur propre développement, comme je le disais, mais à terme, évidemment aussi, autant que possible, de produire pour les zones qui sont structurellement déficitaires, qui sont les zones urbaines. Et en la matière, tout simplement, c'est une logique qu'on rencontre dans l'agriculture, quoi. C'est-à-dire que les villes ne produisent pas majoritairement les aliments nécessaires à leur population. C'est pas un drame, mais ça induit forcément des questions de relations avec les territoires périphériques. Et quel type de relation, c'est une question qu'on peut se poser. Ça peut être plus ou moins solidaire et plus ou moins territorialisé. Et ce sont des questions intéressantes à évaluer. Et puis, d'une certaine manière, l'existence même du réseau qui a été voulu et pensé par des collectivités témoigne d'une volonté d'entrer dans des solidarités humaines. Et ça, très précisément, Jacques Héniel, qui est le président de la communauté de communes du Menet aujourd'hui, après une dizaine d'années, à construire des projets, en se heurtant à un certain nombre de difficultés qui sont liées au projet pionnier. Il faut franchir des barrières puisque personne n'avait vraiment prévu un certain nombre de choses. Ils ont vraiment souhaité partager leur expérience avec le plus grand nombre pour accompagner les territoires qui souhaiteraient un peu suivre leur voie, en tout cas leurs approches. Et donc c'est pour ça que depuis 5 ans, on se réunit assez régulièrement et je dirais qu'il y a une grande convivialité dans nos rencontres et ça fait évidemment partie du travail du réseau. Alors, un petit mot, puisque le titre de la conférence, qui est un petit peu générique, c'est « Vers une nouvelle gouvernance territoriale de l'énergie ». Peut-être juste un mot sur le système énergétique actuel. Alors,
je vais faire un peu le biais que d'habitude on n'aime pas faire, mais on va prendre l'exemple plus particulier de l'électricité, parce qu'il est quand même un petit peu déterminant en termes d'organisation territoriale. Et l'idée, c'est d'évoquer le fait qu'un ensemble de mutations technico-économiques, mais en fait technico-économico-sociales, etc., je pense que ça dépasse vraiment le technico-économique, vont forcément amener assez prochainement à révolutionner le cadre de régulation, mais plus globalement le cadre d'organisation de l'énergie, et notamment de donner un rôle au territoire qui va être beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Alors, justement, petit rappel sur le système électrique français. Il y a encore pas si longtemps, 15-20 ans, le système était englobé dans une grande entreprise qui était EDF-GDF. Et puis, alors pour le coup, sous la contrainte de l'Europe, de la question de la libéralisation des marchés, tout ça a été découpé en morceaux, alors plus ou moins, mais en tout cas, formellement, il y a 4 pans. La production d'énergie d'un côté, le transport d'énergie, ce sont les lignes haute tension en particulier. La distribution, sont encore les questions de réseau, mais à une échelle plus locale. Et puis la consommation au bout. Alors la consommation des industries, des petites entreprises, des particuliers. Aujourd'hui, certes, il y a eu une contrainte européenne pour que ça soit découpé en morceaux tout ça. La réalité est un petit peu différente encore aujourd'hui, c'est-à-dire que au niveau électrique en particulier, EDF garde un rôle assez déterminant, notamment en étant propriétaire des filiales qui gèrent la distribution et le transport. Et c'est un cas, je dirais, un petit peu particulier en France aujourd'hui, d'avoir ce lien très fort justement entre des secteurs qui sont régulés d'un côté, qui sont les 2 secteurs centraux, c'est-à-dire la distribution et le transport, pas de concurrence sur ce secteur-là, et des secteurs en bout de chaîne, production-consommation, où là, aujourd'hui, de la concurrence a été introduite. Et juste un zoom sur la distribution électrique, puisque nous, c'est quand même une question dont on s'est préoccupé il y a quelques années au clair aujourd'hui, notamment à travers une action juridique. Alors, là, je vous donne nos propres conclusions. Ce ne sont pas aujourd'hui les conclusions des juristes, mais enfin, il y a quand même quelques éléments à prendre. Un schéma d'organisation de la distribution électrique qui est légal, puisque ça correspond à la loi de 1946, mais a priori pas forcément respectueuse de principes constitutionnels. En tout cas, c'était le résultat d'une étude que nous avait... qu'avait faite Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste à notre demande, avec en particulier trois problèmes qui se posent dans l'organisation actuelle, qui est une atteinte à la libre administration locale. Les collectivités n'ont pas réellement le choix, enfin pas du tout, à vrai dire, de travailler avec telle ou telle entreprise, puisque RDF est le concessionnaire par défaut d'une grande majorité du territoire, 95%. Donc ça va de pair aussi avec cette liberté contractuelle qui de fait n'existe pas. On a un contrat qui existe ad vitam aeternam pour l'instant selon la loi. Et puis la question d'un principe d'égalité, alors ça c'est un peu particulier, c'est que l'histoire de la France fait que 5% du territoire n'est pas rentré dans le grand cadre de l'entreprise EDF après la guerre et dispose encore de sociétés publiques, locales, sur lesquelles les collectivités ont le contrôle. Et de fait, on a une sorte du coup de schéma à 2 niveaux. Alors le niveau essentiel étant quand même le niveau où l'entreprise ERDF intervient. Mais voilà, on a un cadre qui de fait est une sorte, on pourrait dire, d'inégalité des citoyens devant la loi, puisque la situation est figée, mais figée dans des schémas différents. Alors, juste, j'en reviens aux questions d'évolution du schéma. Bon, là, j'ai repris des petits graphiques qui ont été faits en Nord-Pas-de-Calais. C'est une illustration, alors pour le coup, très électrifiée. Je pense qu'on ne partagerait pas forcément toutes les options. Mais 3e révolution industrielle, dans le sens où aujourd'hui, on a 2 évolutions conjointes. Alors ça, c'est inspiré évidemment de Jeremy Rifkin en particulier, en termes de théorisation, mais c'est une confluence d'évolutions techniques justement en matière d'énergie et en matière de technologie de l'information, en particulier Internet, qui fait qu'aujourd'hui, un cadre très centralisé tel qu'on l'a encore en matière d'énergie en France, de manière majoritaire, toutes les évolutions vraisemblablement à venir ne vont pas respecter ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on aura plutôt des énergies décentralisées, des bâtiments moins consommateurs, parce qu'on va travailler sur leur efficacité, éventuellement producteurs d'énergie, ce qu'on appelle d'ailleurs les bâtiments énergie positive,
dont on a pris l'analogie pour créer l'idée de territoire énergie positive, travailler sur une mobilité qui va certainement davantage interagir avec les réseaux énergétiques, notamment électriques et gaziers, demain. Évidemment, la question des réseaux intelligents et de la capacité de gérer des productions variables et des consommations qui aujourd'hui sont variables et qu'on gère déjà. Et tout ça, notamment grâce à des logiques de stockage d'énergie, peut-être pour aller plus loin aussi de conversion d'énergie potentiellement entre vecteurs. Et puis la région Nord-Pas-de-Calais, à ces principes théoriques de Jeremy Rifkin, a ajouté 2 principes qui correspondent à des nouveaux modèles économiques, qui sont l'économie circulaire, c'est-à-dire essayer d'utiliser au maximum, un petit peu en boucle sur un territoire, des flux, que ce soit des flux d'énergie ou des flux de matière. Et puis l'économie de la fonctionnalité, c'est, pour faire simple, au lieu d'être propriétaire, on utilise des choses quand on a besoin et dont on a besoin, mais dont on n'est pas nécessairement propriétaire. Le système de Vélov à Lyon, pas prendre l'exemple de Vélib quand même à Paris, mais voilà. Mais évidemment, ce modèle-là, il se réplique sur énormément de domaines, que ce soit le logement, les taxis, etc. Ce qui pose dans tous les cas des problèmes de régulation, comme je l'évoquais. Et dans l'absolu, tout ça, on est sur des systèmes qui demain, en fait, toutes ces gestions-là vont se faire de manière territorialisée à un moment donné, quoi. Pas intégralement, mais quand même de manière importante. À ça, qui sont des dimensions un petit peu techniques, j'ajoute quand même un point un peu clé, c'est que là on a un graphique en Allemagne qui date un peu, j'avais une version mise à jour mais en anglais, donc je vous l'épargne, mais la moitié de la structure, des nouvelles énergies renouvelables électriques, donc on est beaucoup sur de l'éolien, du photovoltaïque, un petit peu du biogaz, est détenue en termes de capital par des citoyens ou des acteurs locaux en Allemagne. Et la moitié de 53 gigawattheures, on est à plus de 70 aujourd'hui. C'est plus que ce qu'on a aujourd'hui en France, et donc les citoyens, les acteurs locaux en Allemagne possèdent plus que la capacité installée qu'on a aujourd'hui en France. Et ça, c'est assez important parce que voilà, il y a aussi ce renversement dans un système décentralisé. On n'a plus une obligation finalement de travailler avec des grandes entreprises privées qui seules ont la capacité d'investissement sur des très grands projets. Alors, assurer l'égalité des personnes. L'idée en fait du système d'aujourd'hui, en fait, ce sur quoi on voulait pointer, c'est la question d'une idée un peu centrale en France, qui est assez liée à la question des réseaux, c'est l'idée de la péréquation. La péréquation, c'est très simple, c'est le timbre-poste. C'est-à-dire que où qu'on soit, en France, on paye partout pareil son kilowattheure d'électricité. Alors c'est moins vrai parce qu'il y a des offres maintenant de marché, mais il y a cette idée, voilà, de vouloir que tout le monde paye pareil. Et ça, en fait, il y a 2 relations logiques qui sont un peu faites à tort autour de ça. C'est que la péréquation égale la solidarité d'une part, et la péréquation nécessite un monopole d'autre part. Donc l'idée, c'était juste de bien poser le débat autour de ces questions-là, parce que pour on va dire, évaluer les choses de manière sereine par la suite. La péréquation tarifaire, le fait que le kilowattheure soit au même coût pour tout le monde, n'est pas une garantie pour l'égalité des personnes. Alors en matière énergétique, déjà pour une raison assez simple, c'est que ça n'est valable que pour l'électricité et pas du tout pour les autres vecteurs. Enfin, tout le monde ne paye pas son bois pareil, tout le monde ne paye pas forcément son gaz au même prix partout, et puis surtout, c'est pas du tout valable pour les autres services, l'eau, l'assainissement, les transports publics. Et puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé de problème majeur aux gens. La deuxième chose, c'est que du coup, on est sur une prise en compte de l'électricité qui correspond à une part assez mineure de nos consommations d'énergie. Donc quand on dit qu'on, sur un territoire énergie positive, on considère tous les usages de l'énergie, il faut bien voir que ce qui aujourd'hui peut induire des problématiques sociales, comme je l'évoquais au début, c'est plus le chauffage que les questions de l'électricité. Alors le chauffage électrique, c'est un mode de chauffage, ça pose des problèmes spécifiques, mais en soi, comme c'est pas une solution technique idéale, l'idée ce serait petit à petit de se passer de cette technologie. Et puis la dernière chose, c'est qu'on paye tous certes un kilowattheure égal, mais que ce soit pour alimenter son frigo ou pour chauffer sa piscine. Enfin, je caricature un petit peu, mais du coup on n'a pas de logique spécifiquement par rapport à l'usage final. Donc au fond, on a un petit problème en termes de signal sur la question de l'utilisation rationnelle des ressources. Mais en fait, comme je disais, finalement, la préoccupation, la focale sur l'électricité, elle n'est pas absolument déterminante. Un exemple tout bête, en Allemagne, le prix unitaire de l'électricité quasiment double par rapport à la France. Parce qu'en Allemagne, on est sur un prix de marché, ce sont des coûts réels de production
qui sont reflétés, tandis qu'en France, on est quand même majoritairement aujourd'hui sur un prix qu'on peut qualifier un peu de politique, c'est-à-dire qu'il est régulé et il est décidé, validé ou pas par l'État. Ce qui induit d'ailleurs des tensions entre l'État ministère et l'État actionnaire majoritaire d'EDF, parce qu'à un moment donné, il y a quand même de l'économie derrière et on ne peut pas toujours fixer un prix indépendamment des réalités économiques. Mais la conséquence, c'est qu'en Allemagne et en France, les gens payent à peu près les mêmes factures d'énergie. Tout simplement parce que les factures d'énergie les plus importantes sont la chaleur, et puis les Allemands sont proportionnellement un peu plus efficaces que les Français, notamment par rapport à leurs bâtiments. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, ce qui est le plus important en termes d'égalité ou d'inégalité d'accès à l'énergie, bah, ça va être davantage, évidemment, le niveau de revenu. C'est-à-dire, plus on est riche, plus on peut dépenser de l'énergie, hein, y compris à tort et à travers, mais aussi la qualité thermique du logement. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui est dans un logement très bien isolé, type basse consommation sur les nouvelles normes, et puis quelqu'un de très mal isolé, on a des rapports de 1 à 5, 6, 10, et des rapports de 1 à 5, 6, 10 sur plusieurs milliers d'euros. Et ça devient réellement déterminant. Donc ça, c'est les bâtiments, puis la localisation géographique. Alors, on ouvre en fait des portes qui sont des portes complexes, hein, en termes de trouver des solutions à ces questions-là. Mais typiquement, des logiques où les gens sont écartés des centres-villes, par exemple, et sont donc obligés, pour des raisons financières, notamment dans les agglomérations, et sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, c'est un problème. C'est un problème financier assez rapidement derrière. Et donc, ce qui est important, c'est de s'intéresser aux situations concrètes de l'inégalité plutôt que de partir sur des principes théoriques qui disent que si tout le monde paye son kilowattheure, la situation d'égalité est réglée entre les gens. Alors, deuxième point sur le péréquation tarifaire monopole. La relation n'est absolument pas nécessaire en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait avoir des schémas avec des caisses communes et des caisses de redistribution pour faire un petit peu simple. C'est un schéma que propose notamment la FNCCR, hein, qui regroupe les syndicats d'énergie qui dépendent des collectivités, dans un livre blanc qu'ils ont publié en 2011. Voilà. Aujourd'hui, comment ça se passe? C'est que le groupe EDF, qui est un groupe, d'un point de vue comptable, consolidé, on va dire, tout circule en fait dans ces comptes-là, et puis à un moment donné, on a de l'argent qui rentre, on a de l'argent qui sort, et les territoires, grosso modo, sont quand même détenteurs des réseaux, hein, en termes de propriété, savent pas trop où vont les choses, et d'où elles viennent et où elles partent. En particulier, il y a quand même quelque chose qu'on sait et qu'on peut observer au niveau des comptes, c'est qu'il y a 400 à 500 millions d'euros par an qui remontent plutôt de l'activité de distribution, qui est régulée, hein, donc il y a un monopole, vers l'activité du groupe EDF, qui en partie a des activités qui relèvent du domaine concurrentiel. Ce qui pose quand même a priori un certain problème, c'est-à-dire que c'est comme l'idée de la séparation au niveau du marché, c'est que chacun travaille un peu, on va dire, sur son métier de manière autonome. Aujourd'hui, ne serait-ce que financièrement, c'est pas le cas. Alors, voilà l'idée. Bon, pourquoi on se focalise à un moment donné sur cette question de la péréquation? On voit qu'éventuellement, elle ne répond pas à tout, mais est-ce que pour autant, ça peut être un problème? Une partie de la réponse ce serait oui, mais je vais y revenir. L'idée, c'est que chaque territoire, en fait, en particulier ruraux, dispose de ressources. Alors ici, on a un exemple, donc c'est la communauté de communes du Menet, hein. Donc tout ce que vous voyez en périphérie, ce sont des ressources. Après, vous avez des gens, et les gens, quand ils se mobilisent, ils peuvent exploiter ces ressources pour créer des projets. Donc ici, vous voyez les différents projets qu'ils ont pu initier sur le territoire. Et l'idée, c'est que chaque territoire n'a pas forcément les mêmes ressources, mais chacun en a d'une manière ou d'une autre en termes d'énergie renouvelable. C'est ce qu'on qualifie, nous, de terroir d'énergie. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme les vins, tout le monde n'a pas les mêmes terroirs, mais chacun peut faire du bon vin, c'est un petit peu pareil. Chacun peut devenir 100% renouvelable, a priori de manière différente, en particulier dans les territoires ruraux. Et donc, toutes ces énergies renouvelables qui existent à un moment toutes ces ressources qui existent sur le territoire, ce sont autant de capacités, en fait, de développement, enfin en tout cas dont peuvent disposer les territoires. Et pour le coup, les territoires ruraux ont plus de capacités en la matière que les territoires urbains. Alors ce qu'il faut voir effectivement, c'est quand on a du vent à un moment donné, tant que le vent c'est du vent, ça vaut rien entre guillemets. Par contre, tant que quand le vent est capté par une éolienne, il devient générateur de valeur.
Et ici, on a un petit calcul un peu de coin de table, hein, 4 éoliennes de taille à peu près standard aujourd'hui. À travers le tarif d'achat, tout ça, ça génère des recettes annuelles de 1,5 million d'euros. Et j'ai mis ça un petit peu en regard d'une facture d'énergie domestique sans mobilité, d'ailleurs 1 600 euros par foyer pour 1000 habitants. C'est aussi une facture d'énergie territoriale de 1,6 million d'euros. C'est pour dire que sur des échelles un peu petites, hein, un petit parc éolien et puis une petite commune, on parle déjà en millions d'euros. Voilà. Donc il y a réellement des enjeux financiers derrière. La question, donc ça, il y a de la création de valeur à faire. La question après, c'est comment cette valeur est partagée. Est-ce qu'elle va intégralement dans les poches entre guillemets de développeurs privés qui viennent éventuellement du territoire, mais éventuellement et souvent en dehors du territoire, ou est-ce qu'en partie les acteurs territoriaux s'impliquent dans les projets, acteurs territoriaux, que ce soit les collectivités, les citoyens, les acteurs, les entreprises locales, pour justement récupérer une plus grosse part du gâteau. C'est l'objet du dessin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les schémas un peu habituels, les collectivités, elles ont un intérêt, mais qui est un peu maigre, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la part du gâteau, souvent, elles ne l'ont pas. Et donc la question, c'est réellement d'imaginer des schémas dans lesquels les acteurs territoriaux peuvent s'investir et investir pour générer des revenus. Et ça, c'est la petite flèche qui tourne en boucle. C'est une économie circulaire, mais cette fois-ci en euros, quoi, hein, et plus en matière ou en énergie. Et juste un point qui est un peu important, c'est qu'il faut bien voir aussi que ce qui est intéressant avec les énergies renouvelables, c'est qu'elles fonctionnent sur des modèles économiques qui aujourd'hui sont satisfaisants et donc peuvent générer des recettes. Et ces recettes-là, en particulier si elles partent vers les collectivités, ça peut être des recettes réinjectées dans les économies d'énergie par ailleurs, notamment sur le bâtiment. Et donc, ça peut participer aussi à la résolution de problèmes sociaux. Alors l'idée, évidemment, c'est que... C'est assez marrant parce que je pense que Patrick partira sur une image inverse, mais c'est assez rigolo, je pense qu'on sera complémentaires. C'est, je veux dire, un territoire n'est pas une île, en règle générale, c'est-à-dire qu'il doit interagir, et il a nécessité d'interagir. Aujourd'hui, les collectivités en France n'ont pas d'énormes compétences, n'ont pas d'énormes moyens sur les questions énergétiques, et donc on doit s'inscrire dans des schémas multiniveaux, avec en particulier des acteurs importants au niveau régionaux, nationaux et européens. Et voilà, on ne peut pas imaginer faire les choses seul de son côté. La manière, en fait, ce qu'on dit, nous, par rapport au territoire, c'est que justement, ces acteurs qui travaillent avec les territoires doivent travailler à leur mise en capacité. C'est-à-dire faire en sorte que les ressources dont elles disposent, elles puissent être en capacité de les mobiliser. Et ça, quand on le voyait sur le transparent du Mené, il faut des gens à un moment donné pour le faire. Donc parfois, comme dans le Mené, le territoire est fertile en initiative humaine et ça a produit des gens en capacité de monter des projets, parfois non. Et auquel cas, nous, ce qu'on défend, c'est que les niveaux régionaux, nationaux, européens notamment, doivent faciliter la capacité des territoires à monter des projets qui après, on l'a vu sur le schéma d'avant, peuvent s'auto-entretenir financièrement. C'est ça qui est vraiment important. Un petit passage par la théorie sur cette question des capacités. Je me suis beaucoup inspiré d'Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie, philosophe, etc., qui a essayé de travailler justement une autre manière de voir les notions de justice par rapport aux notions d'avant. Typiquement, le kilowattheure a un prix unique, c'est une certaine vision de la justice. Hein, c'est égalité, on pourrait dire égalité des chances, mais c'est pas celle qui a forcément le plus de résultats concrets en termes de réduction d'inégalité in fine. Et donc l'idée, c'est vraiment d'imaginer mettre tout le monde sur un pied d'égalité dans leur capacité de faire les choses. Mais une fois qu'on donne les mêmes capacités aux gens, les gens ne sont pas obligés de les saisir. Un exemple, si on a du vent et qu'on a quelqu'un qui explique comment monter une éolienne au niveau territorial et qui fait un travail de planification, etc., les élus, par exemple, peuvent décider ou pas de saisir l'opportunité de placer des éoliennes. Ça, c'est leur préférence. Voilà. Mais on a une égalité à partir du moment où tous les territoires sont mis un peu chacun au même niveau dans cette capacité de monter les projets. Et ce qu'on dit derrière, voilà, c'est que la mobilisation des ressources renouvelables vont apporter des bénéfices a priori importants, mais c'est un choix. Voilà. Et un petit peu la conclusion aujourd'hui, à travers le système de péréquation, c'est que justement cette capacité pour les territoires de se saisir de ces sujets et d'être autonomes justement dans leur manière de travailler leur schéma électrique, elle est amoindrie. Elle est amoindrie par le système un peu centralisé national qui existe aujourd'hui. Et notamment,
au nom de la solidarité nationale via la péréquation, on a tendance à pouvoir freiner un certain nombre d'initiatives. Et pour le coup, l'exemple de l'île de Sein est un bon exemple à ce sujet-là. Juste un petit exemple pour conclure, ça pourrait être une sorte de modèle pour les Français. Alors dans un cadre qui est quand même justement beaucoup plus historiquement déjà beaucoup plus décentralisé, plus souple, peut-être un peu plus simple administrativement parlant. Petite commune de Schönau de 2500 habitants. C'est une initiative qui est très particulière en fait, qui date d'il y a quelques années et qui aujourd'hui n'a même pas été énormément reproduite. Mais c'est intéressant de voir comment les choses se sont un peu rapidement passées. Pour illustrer cette notion de capacité. Donc, quelques schémas, je vais aller très très vite. Il y a un excellent film qui a été fait là-dessus, qui est disponible en ligne, notamment sur notre site, tepos.fr, Territoire Énergie Positive, qui raconte toute cette histoire, notamment avec des images d'archives. L'idée, c'est qu'au moment de Tchernobyl, il y a un groupe d'habitants, notamment à l'instigation d'une personne qui était, je ne sais plus, institutrice, je crois, et ils ont monté en fait une association de soutien avec les enfants de Tchernobyl, et puis en même temps, ils travaillaient sur les économies d'énergie de manière extrêmement concrète. Il faut mettre un couvercle sur les casseroles, des choses comme ça. Enfin, donc il y avait une double dimension, on va dire, de travail sur un grand enjeu qui est l'enjeu du nucléaire, et sur un travail concret, c'est quelles sont les alternatives au niveau local. Assez rapidement derrière, c'est l'image centrale au milieu, ils sont venus en fait à travailler sur des montages collectifs d'énergie renouvelable, hydraulique à l'époque, photovoltaïque déjà, à la fin des années 80, et puis des petites unités de cogénération. Et les citoyens en fait ont demandé un référendum au niveau municipal. C'est une particularité allemande, quelque chose qui n'existe pas en France, mais pour questionner la possibilité. Alors, parce qu'il faut voir qu'à cette époque-là, en 91, la concession, c'est-à-dire le lien entre la collectivité et l'entreprise qui gérait les réseaux de distribution d'énergie, arrive à son échéance. En termes de contrats, comme je le disais, en France, on a beau avoir des échéances, mais comme la loi oblige à reconduire les contrats, on est bien avancé sur ce point. Et donc les citoyens ont dit, nous, on voudrait reprendre collectivement la gestion du réseau. Donc il y a eu un référendum qui a été un succès à l'époque. Alors derrière ça, il y a eu une bataille quand même assez gigantesque avec l'opérateur du réseau qui n'était pas spécifiquement intéressé par ne plus travailler sur le réseau. Mais petit à petit, les habitants ont fondé une coopérative et puis après, ont monté une campagne d'une ampleur peut-être sans doute inimaginée au début et puis un peu inimaginable, une énorme campagne de communication, notamment pour faire des levées de fonds au niveau national, pour consolider en fait leur possibilité d'acheter le réseau localement. Ce qu'ils ont réussi à faire après des années de procédures, après y compris des procès et après énormément de travail médiatique. Et une autre fenêtre d'opportunité s'est ouverte en 98 avec l'ouverture des marchés de l'électricité du point de vue de la fourniture, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même sur une échelle restreinte, territoriale, c'est une petite commune, le territoire de la concession était certainement limité, mais avec l'ouverture des marchés, ils ont eu la possibilité de fournir des gens en dehors de leur propre territoire. Et petit à petit, comme c'est un des premiers fournisseurs d'électricité intégralement verte, 100% renouvelable, ça a bien marché. Il y a beaucoup de mouvements un petit peu militants qui se sont saisis de cette opportunité pour franchir le pas. Et ce qui fait qu'au bout depuis 86, une petite trentaine d'années aujourd'hui, la situation de la coopérative, c'est qu'il y a 150 000 clients, 3500 sociétaires qui sont parties prenantes de la société, sans emploi en particulier sur une commune de 2500, c'est pas tout à fait rien. Et puis 150 millions de chiffre d'affaires dégagés par la coopérative. Voilà.